Bonjour à tout le monde. Merci Christine d'avoir, comme toujours, pris en charge l'organisation, logistique et tout ça là, de la conférence. Merci à Timothée d'être parmi nous. Donc, très rapidement, mais vraiment, Timothée, je te connais pas énormément, là, donc n'hésite pas à ajouter des éléments à cette biographie qui va quand même être un peu mécanique, là, peut-être. Donc, la notice habituel. Mais donc, Timothée est écologue. Il a été formé à l'École normale supérieure de Lyon et à AgroParisTech, donc en France. Il a mené un doctorat interdisciplinaire sur l'adaptation des forestiers français au changement climatique, donc je pense une thématique fort pertinente pour nous tous ici. Puis là, entre autres, créer un jeu sérieux où des propriétaires privés, donc qui est quand même là, la principale tenure en France, des aménagistes publics, des élus, des gestionnaires d'aires protégées, étaient appelés à interagir donc pour proposer des adaptations socio-économiques. Puis maintenant, eh bien, il poursuit un postdoctorat à l'ISFOR, à l'Université du Québec en Outaouais, puis où il tente de comprendre les facteurs motivant les propriétaires forestiers au Québec et en Wallonie pour s'adapter au changement climatique. Donc, pour ceux qui me connaissent, ben, j'imagine que vous faites le lien rapidement que Timothée et moi, nous sommes rencontrés par la voix des propriétaires, d'un intérêt commun pour les propriétaires privés, mais aussi, là, c'est ça, de méthodologie, disons, là, plus participative ou qui implique les acteurs. Mais sans plus tarder, Timothée, à toi la parole. Eh bien, merci pour ce lancement. Je fais le partage d'écran, donc je ne vous verrai plus, mais si vous êtes indigné ou mort de rire, n'hésitez pas à rebrancher vos micros, et comme ça, je le saurai. Alors, est-ce que quelqu'un peut juste me confirmer que vous voyez bien mon plein écran de PowerPoint? Oui, on voit bien. Merci. OK. Eh bien, c'est parti. Tout d'abord, merci de votre présence. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter quelques usages des jeux sérieux, et en particulier donc, dans le contexte forestier, et puis de vous montrer en quoi ils sont un outil de recherche pertinent pour, comme le disait Maud, compléter la gamme des méthodes de recherche en sciences humaines et sociales. Vous connaissez certainement les entretiens, les questionnaires, mais peut-être moins les jeux. Donc, c'est mon objectif aujourd'hui. Alors, une chose qui me tient à cœur, c'est de partir d'un exemple très concret. Donc, on commencera par l'histoire du jeu sérieux Foster Forest, que j'ai développé pendant ma thèse en écologie. Et puis, on s'appuiera ensuite sur d'autres jeux sérieux, sur cet exemple entre autres, mais sur d'autres jeux, pour aborder les usages actuels des jeux et leur origine. Et puis, on finira par la question que je suis sûr tout le monde se pose. Quelle est la meilleure méthodologie des sciences humaines et sociales, et pourquoi est-ce qu'il s'agit des jeux sérieux? Et non, voilà, plus sérieusement, je conclurai en tentant de préciser un peu les éléments à prendre en compte pour vous décider à utiliser ou pas des jeux sérieux dans vos recherches, parce que ce n'est pas forcément toujours la meilleure méthodologie. Il y a des bonnes conditions à regarder. Donc, je tiens à préciser que cette présentation, elle est inspirée par des travaux de super collègues dont j'ai nommé quelques-uns ici, et ça me permet en même temps aussi de vous prévenir que j'ai une vision de ce champ de recherche qui est plutôt européocentré, mais que je fais un effort pour parler de ce qui se passe aussi, bien sûr, au Québec. Alors, sans plus tarder, donc je vous ai promis un exemple, le voici. Donc, Foster Forest, qui se veut une simulation participative pour stimuler l'adaptation au changement climatique des forestiers en France. Alors, tout a commencé en fait avec des entretiens que j'ai menés durant ma thèse en France auprès de différentes personnes, des propriétaires, des élus, des aménagistes. Et pour faire court, je leur ai demandé s'ils avaient changé leur pratique de gestion forestière et si oui, quelle était la place de l'adaptation au changement climatique. Et je vous passe le détail, mais le bilan, c'était que on était surtout sur des adaptations techniques, comme tout ce que vous connaissez peut-être déjà, raccourcissement des cycles de rotation sylvicole, le remplacement d'essences en place pour favoriser les essences qui résistent mieux aux sécheresses, entre autres. Et puis aussi, tout était principalement focalisé sur la production de bois. Et pour un écologue, bah, ça pose des questions quant à l'intégration des autres services écosystémiques et en particulier la conservation des habitats naturels. Et puis, une deuxième chose qui m'a frappé dans ces entretiens, c'est que face aux incertitudes engendrées par les changements climatiques, tout le monde disait qu'il ne fallait pas mettre ses œufs dans le même panier.
alors qu'en même temps, tout le monde parlait d'adaptation qui portait principalement sur la production de bois avec des approches techniques. Donc j'ai pris le proverbe au pied de la lettre et je me suis dit qu'il pourrait être intéressant de réfléchir à la diversification donc, des adaptations à 3 niveaux. Écologiquement, pour diversifier les essences, les âges et les modes de gestion. Fonctionnellement, pour diversifier les usages et ne pas seulement adapter pour produire du bois. Et puis enfin, en diversifiant les acteurs pour sortir de l'entre-soi forestier. Mais pour imaginer ces adaptations complémentaires aux adaptations techniques, eh ben, il me fallait un outil qui me permette de simuler la gestion forestière. Hop là. Qui fasse ça, simuler, ça permet de tester des idées rapidement, sans engager trop de temps et trop d'argent, avec un collectif forestier à une échelle régionale, parce qu'à mon sens, c'est là que se jouent les questions d'adaptation socio-économique, et puis qui stimule la réflexion, cet outil, sur la composante humaine de la foresterie, et pas seulement sur les arbres. Donc je me suis décidé à créer un jeu sérieux pour répondre à ces objectifs. Et j'ai d'abord créé un premier modèle conceptuel de la gestion des forêts, donc d'après mes premiers entretiens. Et le but, c'était de décrire le futur jeu. Donc en gros, qui joue, qui fait quoi, avec qui, quels sont les droits et les pouvoirs des différents personnages. Et c'est seulement ensuite, pendant 6 mois, que je suis allé présenter ce modèle conceptuel à plusieurs types de personnes, donc, pour qu'ils m'aident à l'améliorer, à le simplifier. Par exemple, la Fédération France Nature Environnement, qui regroupe différentes associations environnementales. Et puis, ce modèle, il a finalement été validé pendant un atelier avec différents connaisseurs de la gestion forestière, donc des personnes aguerries. Entre autres, je mets ici le CNPF, donc Centre national de la propriété forestière, qui correspondrait à peu près aux agences forestières au Québec. Mais avant de pouvoir être prêt à organiser des parties, j'avais besoin de passer du modèle à un jeu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai codé mon modèle dans un logiciel de simulation multi-agent, on y reviendra, pour avoir un plateau de jeu informatisé. Et puis, j'ai aussi créé des livrets de jeu, j'ai défini le déroulement d'une partie, et ainsi de suite. Donc, c'est ce jeu qui s'appelle Foster Forest pour encourager, soutenir les forêts, c'est un anagramme. Et puis, dans les faits, en fait, un atelier dure une demi-journée. Il est hébergé par une structure d'animation territoriale, comme des parcs naturels régionaux, et je les en remercie encore parce qu'en fait, ça me permettait, moi, de recruter des participants directement sur le terrain, et eux, ça leur permettait de tester un atelier prospectif avec différents participants. Donc, ces participants, ils étaient 5, une personne de l'Office national des forêts, ONF, alors c'est pas l'Office national du film, c'est bien l'Office national des forêts, donc qui est en France une agence publique qui gère entre autres des forêts de l'État. Il y avait aussi un ou une élue d'une municipalité, un ou une gestionnaire d'espaces naturels protégés, 2 propriétaires privés, et puis moi-même en tant que maître du jeu facilitateur. Et l'atelier, il commence en fait par un briefing d'introduction, on explique les règles du jeu. Ensuite, on a 2 heures pour jouer 3 à 4 tours de jeu, et de manière très importante, on garde toujours du temps pour un débriefing collectif à la fin. Alors je vous en parle, mais concrètement, voilà à quoi ça ressemble. Les forestiers sont autour d'une table et ils peuvent voir l'évolution du plateau de jeu qui est informatisé grâce à une projection murale. Alors ces participants, ils ont des contraintes. Ils doivent rester à l'équilibre budgétaire et ils doivent faire aussi attention à l'équilibre sylvo-synergétique pour éviter d'avoir trop de problèmes de gibier. Et en plus de ces contraintes, ils ont des objectifs propres. Donc le gestionnaire d'espaces naturels protégés doit veiller à la conservation des vieux arbres via un programme de conservation et puis favoriser le stockage de carbone. L'élu doit préserver la qualité de l'eau et puis contenter ses administrés en termes de paysage forestier. On a l'Office national des forêts qui doit veiller à produire du bois pour alimenter la filière locale. Et puis, on a un des propriétaires privés de forêt qui a pour objectif d'être suffisamment riche pour payer les frais de succession à ses enfants. Alors ça, c'est les objectifs, mais pour atteindre leurs objectifs, les participants, ils avaient en fait la possibilité de faire plusieurs actions de sylviculture, de foresterie classique, qui sont précisées dans leur livret personnel, donc qui étaient distribuées en début de partie. Ces actions de foresterie, elles concernent la sylviculture. On peut couper plus ou moins d'arbres, planter ou enrichir les parcelles.
Et puis, après, il y a un peu tout le reste, donc le foncier, la chasse, l'adhésion ou pas au programme de conservation, et ainsi de suite. Et puis, en plus de ces options qui sont publiques, révélées, il y avait des options codées secrètement, donc qui ne sont pas révélées aux joueurs, mais qui, moi, me permettaient, en tant que maître du jeu, de réagir à des nouvelles idées non prévues, donc comme par exemple la mise en place de paiements pour stockage de carbone, ou il y avait des contrats d'échange de services entre participants. Alors, une fois qu'ils décident quoi faire, eh bien, les joueurs ils viennent me voir avec une fiche, et c'est moi qui renseigne dans l'ordinateur leurs actions. Donc, il y a une interface d'entrée des actions qui s'ouvre d'un simple clic sur une parcelle et qui donc a cette forme, on voit que c'est un inventaire parcellaire, qui reprend avec des codes couleurs et par colonne les diamètres et les essences des différents arbres présents sur les parcelles, et puis avec des options de sylviculture ou des options qui là ne sont pas affichées, mais qui permettent aussi d'adhérer par exemple au programme de conservation. Alors, je ne clique pas dessus, mais quand vous aurez je vous partagerai à l'occasion le PowerPoint, d'un simple clic, vous pouvez accéder à un tutoriel vidéo expliquant Foster Forest et comment l'utiliser. Alors, les joueurs, ils ont besoin d'informations pour prendre leurs décisions. Donc, ces informations sont des cartes qui sont projetées au mur, la carte des propriétés, de la qualité du sol, ou par exemple des parcelles qui sont éligibles ou pas au programme de conservation. Et en plus de ces cartes, il y a bien sûr un affichage de la composition par parcelle des peuplements. Donc un inventaire des arbres qui précise les essences, les catégories de diamètre, et puis la densité de chaque catégorie. Et comme un tour dure 10 ans, eh bien, à chaque fois, on actualise des informations, comme le prix du bois ou des projections climatiques donc à 10 ans. Et c'est là, en fait, le cœur de Foster Forest, c'est qu'il y a un scénario climatique qui est très fort et qui modifie progressivement la croissance, la germination, la mortalité des arbres. Et en fait, c'est à ça que doivent s'adapter les participants. Sauf que s'ils misent seulement sur des adaptations techniques, eh bien, ça ne suffira pas à répondre à leur objectif. Donc, ils vont devoir imaginer en complément des adaptations socio-économiques. On a vu, entre autres, la diversification des sources de revenus via d'autres services écosystémiques que la seule production de bois. Et entre autres, un paiement parfois, il y avait des parties où il y avait des mises en place de paiements pour services écosystémiques, comme le stockage de carbone. Et puis, enfin, ce qui est quand même important, hein, c'est d'actualiser des indicateurs pour que les participants puissent savoir où ils en sont dans leurs actions. Donc, vous voyez ici une fenêtre qui s'ouvre entre deux tours de jeu et qui va indiquer l'évolution d'indicateurs écologiques, économiques et sociaux, soit au niveau du massif entier, soit précisés par joueur. Donc, ces indicateurs, ils sont automatisés. Et il faut aussi avoir à l'esprit qu'il y a des boucles de rétroaction qui sont prises en compte dans le calcul des indicateurs. Par exemple, si vous gérez bien la chasse chez vous, mais que vos voisins ne chassent pas du tout, eh bien, au tour d'après, le gibier qui se présente chez vos voisins, il ne va pas connaître les parcelles foncières, il ne connaît pas les limites administratives, et donc il causera aussi des dégâts chez vous. Alors, est-ce que ça a fonctionné? Pour le savoir, on a dû récolter beaucoup de données. Donc, pendant tout l'atelier, il y a une observatrice qui prend des notes, et on a aussi des dispositifs d'enregistrement audio, vidéo, et puis, en plus de ça, des questionnaires. Donc, je vous indique juste en bas à gauche, dans le cercle rouge, vous voyez le pied de la caméra qui enregistrait là un atelier dans le centre de la France. Les questionnaires, ils étaient distribués avant et après le jeu, et ça permettait de mieux connaître les participants et puis de recueillir leurs ressentis, leurs perceptions pour améliorer le jeu. Donc voilà, je reviens aux données. Ça nous a permis d'analyser plusieurs choses. On s'est focalisé principalement sur l'évolution de la manière dont les gens discutaient. Déjà, qui parle avec qui? Est-ce qu'ils sont plutôt dans des modes de négociation avec des contrats entre eux, ou plutôt dans une émulation économique, où ils vont un petit peu faire la course aux sous? Ça, c'était une de nos questions. Et puis, on avait aussi une focale sur quels sont les changements de gestion qui sont mis en place dans le jeu, et ce qui concerne à nouveau le classique, donc production de bois et puis on va dire conservation des espaces naturels, ou est-ce que la discussion s'élargit au fur et à mesure du jeu aux autres services écosystémiques? Alors, pour revenir à la question de est-ce que ça a fonctionné,
bon, je vais pas, voilà, c'est le jeu que j'ai créé, donc je vais vous dire oui. Oui, ça a fonctionné à mon sens, parce qu'on a quand même réussi à organiser une dizaine de parties dans toute la France pendant la dernière année de mon doctorat. Oui aussi parce que une fois passées les premières difficultés de prise en main du jeu, les joueurs se sont vraiment pris au jeu. Ils ont joué leur rôle à fond. Et oui, parce qu'on a pu constater dans plusieurs ateliers la mise en place d'adaptations stratégiques moins interventionnistes, c'est-à-dire des choses qui dépassent le cadre plus classique de le bois, la technique. Alors, je pourrais vous parler pendant des heures de Foster Forest, mais je me suis fixé un cadre de 30 minutes. Donc, on va prendre du temps maintenant pour parler des jeux sérieux plus largement. Donc, c'est ce que je vais tenter de faire dans cette partie, en gardant en tête des exemples issus de la gestion forestière. Alors, l'exemple de Foster Forest le montre bien, les jeux sérieux, ou simulations participatives, qui pour moi sont synonymes, sont une combinaison d'un jeu de rôle, avec le plus souvent un support de jeu, physique ou informatisé. Et ce qui est intéressant, c'est que les jeux sérieux, ils permettent en plus de répondre à différents objectifs, et parfois simultanément. Alors commençons par les jeux de rôle. Euh, Il y en a plein de types. Vous connaissez peut-être les jeux de société. J'ai mis ici une image des Loups-garous de Tiercelieu, qui est un jeu de rôle très connu en France. Mais il y a aussi des jeux sérieux qui vont reproduire des négociations internationales sur le climat. Il y a des business games, des jeux qui sont utilisés en sciences sociales expérimentales, comme en économie comportementale. Et dans tous les cas, le point commun, c'est que vous incarnez un rôle, un personnage avec des contraintes, des objectifs, et puis différents moyens d'action. Et en fait, ce qui est passionnant avec le fait d'avoir un jeu de rôle dans la recherche, c'est que ça peut permettre de traduire en actes des questions qui sont parfois très conceptuelles. Donc il y a beaucoup d'exemples, mais j'en donnerai qu'un seul, c'est celui des asymétries de pouvoir entre les participants. Est-ce qu'il faut mettre tous les participants sur un pied d'égalité ou pas? Alors, dans le jeu Foster Forest, j'ai décidé de reproduire, de conserver les asymétries de pouvoir pour bien reproduire mon système de gestion forestière. Donc, concrètement, tous les joueurs n'avaient pas la même information dans leur livret. Et puis, en plus de ça, les forestiers professionnels qui étaient conviés à participer, ils arrivaient avec un coup d'avance parce qu'ils étaient moins désemparés par l'aspect technique de la foresterie. Alors, en plus d'être un jeu de rôle, eh bien, un jeu sérieux peut avoir recours à un support. Donc, de manière générale, il y a des jeux qui n'en ont pas besoin, comme par exemple les Grandeur Nature au Québec, mais le plus souvent, les jeux sérieux en environnement, et particulièrement en gestion forestière, vont avoir un support qui représente l'occupation du sol. Donc, c'est un plateau de jeu la plupart du temps, qui est actualisé à la main. Donc, vous pouvez le voir ici à gauche, dans un jeu qui s'appelle AgriForest, et qui s'intéresse à l'évolution des fronts pionniers entre la forêt et l'agriculture au niveau du Cameroun. Donc, ça peut être fait à la main et parfois aussi avec un petit coup de main via un tableur Excel qui va permettre de calculer plus vite des indicateurs de qualité de l'eau ou des budgets. Sinon, les supports de jeu, ils peuvent être actualisés informatiquement. Et donc ça nécessite un logiciel. Et à ce moment-là, en fait, l'écran est visible soit sur un écran personnel, via une tablette, soit sur un écran qui est vidéo projeté, donc collectif. Et avec un logiciel, eh ben, on a toutes les possibilités en termes de granularité du détail. On peut avoir des représentations stylisées, comme Silvopast, ou très réalistes, comme Lithosim. Donc l'exemple de Silvopast, il est assez parlant sur l'aspect stylisé. C'est un jeu qui s'intéresse aux accrus forestiers dans le centre de la France, et en gros, savoir quand est-ce que la forêt va gagner en surface du fait de l'abandon du pâturage ou pas. Donc, il est très grossier en termes de représentation spatiale, mais en fait, il est très fin parce qu'il permet de mettre à jour les dynamiques entre les éleveurs de brebis, de moutons, et puis les propriétaires forestiers d'un autre côté. Donc, dans ce cas-là, pas besoin d'être très très précis. Et puis à l'inverse, tout à droite, on a un des cas les plus réalistes que je connais, et c'est pour ça que j'ai pas résisté au fait de sortir du cadre purement forestier. La simulation Lithosim, elle est très poussée au niveau géomatique, et elle permet, au niveau de l'île d'Oléron en France, de représenter extrêmement finement des enjeux de remontée du niveau de la mer du fait de l'adaptation au changement climatique. Du fait des changements climatiques, pardon. Voilà, alors en plus d'être des jeux de rôle et d'avoir un support, ce qui caractérise les jeux sérieux en environnement,
c'est qu'ils peuvent répondre à différents objectifs. On a déjà parlé de la recherche avec Foster Forest, et ça va souvent de pair avec la prospective territoriale, par exemple, avant la révision d'un plan d'aménagement, ou ici, on pourrait avoir pendant une table de gestion intégrée des ressources. Et puis parfois même, ça va un cran plus loin, quand ça permet de décider d'actions à mettre en place. Donc, il y a un chercheur qui s'appelle Claude Garcia, c'est une des personnes qui a mis en place AgriForest. Et il a aussi développé un jeu qui s'appelle Opal, sur l'agroforesterie d'huile de palme au Cameroun. Et en fait, il a fait jouer son jeu à des hauts fonctionnaires pendant des ateliers. Et ça a vraiment été un déclic et qui a permis d'informer une politique publique d'aménagement des territoires. Alors, il y a d'autres objectifs. L'apprentissage, la responsabilisation environnementale et la participation citoyenne en sont des exemples, et on y reviendra par la suite. Mais ce qui est important, c'est de savoir que ces objectifs sont rarement, en fait, quasiment jamais, exclusifs. Dans le cas de Foster Forest, par exemple, on avait un aspect recherche, on avait un aspect prospectif pour les parcs qui m'accompagnaient, et puis on avait aussi des aspects apprentissage et participation citoyenne. Mais laissez-moi prendre une pause avant de vous présenter un autre jeu qui se passe au Québec. Alors, c'est un autre jeu qui répond à sa manière, lui aussi, aux différents éléments qu'on vient de voir, donc jeu de rôle, support de jeu et objectif. Je me suis perdu dans mes notes, voilà. Donc, il s'agit d'un jeu qui a fait l'objet du projet de maîtrise de Vinca Butin, qui a été co-dirigé par Frédéric Doyon et Clément Chion, et qui se passe dans les Laurentides. Alors, ce jeu, il soulève une question majeure dans la communauté des jeux sérieux. Est-ce qu'une représentation partagée de la gestion forestière va faciliter ou pas le fait de prendre des décisions collectives basées sur le consensus? Donc, n'étant pas la personne qui a conçu ce jeu, je vous ai laissé des indications pour en savoir plus. Et puis, j'ai cru voir que Vinca s'était glissé dans l'auditoire, donc peut-être que vous pourrez lui poser des questions par la suite. Mais je vais tenter de vous en décrire le fonctionnement. Alors, il s'agit bien d'un jeu de rôle. On a un gestionnaire forestier, une personne issue du milieu municipal, quelqu'un qui utilise la forêt pour des raisons économiques, par exemple des gens qui sont là pour le bois, et puis une personne qui est plutôt de type usager-loisir, donc habitants, ornithologues, skieurs, et ainsi de suite. Ils jouaient tous leur propre rôle. Ils devaient décider collectivement d'aménagements qui avaient une durée de 36 ans, et ensuite, ils entamaient un nouveau tour. Et la décision portait sur la conservation d'une zone ou d'une autre, ou bien la mise en place de coupes partielles, de régénération, d'éclaircies, avec des niveaux d'intensité plus ou moins forts. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment innovant dans ce jeu, c'est que les participants, ils préparent un plan d'aménagement, ensuite, ils voient les résultats de ce plan, et ils peuvent aller en parler avec des experts à la fin d'un tour. Et puis, en fait, ils vont au tour suivant voir les conséquences de leur plan d'action à long terme et décider si oui ou non ils restent sur la même lignée ou s'ils modifient leurs actions. Donc ça, pour ça, ils ont des indicateurs écologiques, paysagers, économiques, pour voir dans quelle direction ils sont embarqués. Et donc, c'est extrêmement intéressant parce qu'en foresterie, on parle beaucoup de gestion adaptative, le fait de rectifier en cours de route les manières de gérer qu'on a décidé. Et donc, le jeu permet de simuler ça. Alors, le support de jeu, il est spatialisé, il est réaliste, et il est présenté aux joueurs grâce à des cartes qui sont entre autres imprimées et qui sont ici, dans le cercle rouge, affichées au mur. Et puis tout de même, ce jeu, il répond aussi à des objectifs. Donc, on a parlé de la question scientifique, la question de recherche sur la représentation. Il y a d'autres objectifs, mais celui-ci m'intéresse. En fait, pour y répondre, l'équipe a récolté, via des questionnaires, régulièrement l'avis des joueurs pendant une partie. Et en particulier, ils ont demandé, pensez-vous que la décision a été prise de façon consensuelle, la décision d'aménagement? Ils ont regardé si c'était consensuel ou pas consensuel, et puis si les négociations avaient été faites sous forme plutôt de négociation justement, ou d'affrontement en quelque sorte. Et donc, ils ont vu qu'au fur et à mesure du jeu, il y avait une augmentation du type consensus et du type forum. Alors, je vérifie que j'ai dit ce que je souhaitais. Enfin voilà, il y aurait beaucoup plus de choses à dire là-dessus, mais
je pense que maintenant, il faut qu'on prenne le temps, pour bien comprendre les jeux sérieux, d'aborder la question de leur origine. Donc on va parler de choses qui pourraient paraître plus obscures à premier sens, comme les simulations multi-agents, les approches participatives, mais vous allez voir, normalement, tout va bien se passer. Alors, en fait, les jeux sérieux, ils sont vraiment très intéressants pour étudier les thématiques environnementales, parce qu'ils permettent de répondre à 3 questions, 3 défis auxquels, entre autres, les sciences forestières font face. Euh, Premièrement, la participation citoyenne. Deuxièmement, les incertitudes de tout type. Et enfin, le grand nombre d'échelles spatio-temporelles auxquelles se déroule la gestion forestière. Alors, en ce qui concerne la participation citoyenne, en fait, sur les questions environnementales, les gouvernements de divers pays, donc j'ai constaté ça en France, mais bien sûr aussi ici, il y a eu un problème de manque d'expertise pour créer des politiques publiques environnementales. Donc, les gouvernements se sont tournés vers des associations naturalistes, ornitho, environnementales de tout genre, et on voit dès les premières politiques publiques environnementales d'après la Seconde Guerre mondiale que c'est ce besoin d'expertise qui a mis l'accent sur la participation citoyenne et qui, peu à peu, s'est étoffé de considérations démocratiques. Donc, ce n'est pas un hasard si au Québec, il y a un bureau d'audience publique sur l'environnement, mais à ma connaissance, en tout cas, vous me corrigerez, il n'y a pas un bureau d'audience publique sur les questions de politique sanitaire, éducative ou économique. Et puis, vous connaissez peut-être l'échelle de participation de Arnstein. Donc, ça date quand même d'il y a maintenant 50 ans. Participer, ça va d'être informé jusqu'à co-décider. Et les jeux sérieux, ils sont pertinents parce qu'ils permettent d'informer, de consulter et d'aller jusqu'à la concertation à minima. Faire un jeu, ça ne garantit pas que ça sera bien fait, mais ça induit tout de même que ce sera fait. Alors vous me direz que les jeux sérieux, enfin vous n'avez pas les micros ouverts, donc vous ne me le direz pas, mais vous me direz que les jeux sérieux n'ont pas l'exclusivité de la participation, bah, heureusement. Et il y a aussi le Théâtre Forum, le World Café, les forums ouverts, et entre autres, une initiative, une démarche qui s'appelle le jeu de territoire, qui a été initiée par Sylvie Lardon, et qui a entre autres, donc c'est une Française, mais qui a entre autres été mis en place pour, je cite, l'élaboration du plan stratégique du Témiscamingue en 2008. Donc j'ai pas beaucoup d'informations là-dessus, donc je compte sur vous si vous en avez pour me les transmettre. Bref. En tout cas, même s'ils ne sont pas les seuls à répondre aux défis de la participation citoyenne, les jeux sérieux, ils ont d'autres outils par rapport aux autres défis auxquels la gestion forestière fait face. En fait, la méthodologie des jeux sérieux que j'ai utilisée, elle s'appuie sur le principe des simulations multi-agents, les SMA. Ce type de simulation, il permet de prendre en compte des incertitudes et plusieurs échelles spatio-temporelles. Les SMA, en fait, ils sont d'un grand intérêt à partir du moment où on a du mal à comprendre, à simuler le fonctionnement d'un système dans son ensemble, mais où on le comprend bien mieux quand on observe ses éléments constitutifs. Donc, par exemple, on a du mal à comprendre le comportement d'un banc de poissons tant qu'on n'a pas modélisé le comportement de l'élément poisson. C'est pareil pour le système fourmilière et le constituant fourmi, le système embouteillage et le constituant automobiliste, et ainsi de suite. Donc, on parle d'agents pour désigner les constituants de base de ces systèmes, et le système il comprend aussi un environnement biophysique, par exemple la mer pour les poissons, un environnement social, la présence de pêcheurs ou de plongeurs ou de pollution pour toujours les poissons, et puis des règles d'interaction qui peuvent de plus évoluer dans le temps et dans l'espace. Donc là, une règle toute simple, c'est je suis un poisson, si ça tourne autour de moi, je tourne, et je tourne dans la même direction. On pourrait donner d'autres exemples. Si je suis un automobiliste coincé dans un embouteillage sur le pont Pierre-Laporte, bah, je klaxonne à fond. Mais il y a plein de possibilités. Donc, la modélisation de ces systèmes multi-agents, elle permet d'observer des comportements émergents à l'échelle du système. On parle d'auto-organisation. En plus de ça, on peut ajouter de l'incertitude, par exemple en ajoutant une dose d'aléatoire dans les prises de décision des agents. Et puis, on peut simuler ces systèmes à divers pas de temps. Par exemple, pour l'embouteillage, ça serait pertinent de regarder en fonction de la journée, de la semaine et de la saison, parce qu'on expliquera des comportements différents. Donc, les SMA, c'est vraiment super pour les sciences forestières, en particulier par rapport à ces 3 défis. Et donc, à partir du moment où vous prenez un système multi-agent, que vous codez à peu près tout, sauf les décisions des agents humains,
et que vous les remplacez par des vraies personnes, et ben en fait, la boucle est bouclée, vous obtenez un jeu sérieux. Donc c'est ce qu'ont fait des personnes comme Michel Etienne, Olivier Barthaud ou François Bousquet dans les années 90. Entre autres, hein, il y a beaucoup d'autres monde qui a fait ça. Mais ces trois-là, avec d'autres, ils ont initié un mouvement qui s'appelle la modélisation de l'accompagnement, qui est très structuré et dont je voudrais vous parler maintenant. Parce que c'est une des communautés de recherche, en tout cas à ma connaissance, les plus actives sur les jeux sérieux en sciences environnementales. Et donc, il s'appelle la modélisation d'accompagnement, ou companion modeling, ou COMOD. Donc, depuis les années 90, il y a des gens de plein de disciplines, des agronomes, des hydrologues, entre autres, donc il n'y a pas que des forestiers, qui font des jeux sérieux et qui sont même en fait réunis dans une démarche aussi où ils proposent des cas d'études, des corpus, des formations à la conception de jeux, à la facilitation au codage. Et ce, d'abord en France, mais peu à peu sur plein de continents, parce que, à leur sens, la gestion environnementale, c'est une décision qui résulte de l'interaction de personnes ayant des points de vue différents. Donc pour ça, bien entendu, il se base sur les systèmes multi-agents. Et puis, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette démarche, c'est que c'est une recherche-action avec une charte éthique. Donc, par exemple, on s'engage à communiquer aux participants non scientifiques, au sens non universitaire, les hypothèses qu'on manipule, etc. Et ça permet des allers-retours entre le modèle, le monde réel, pour, au fur et à mesure, améliorer les choses. Donc, c'est ce qui m'a séduit, moi. Et dans le cas de Foster Forest, par exemple, j'ai créé une deuxième version du jeu, qui est un peu allégée. Il y a des options en plus, des options en moins. Et ça m'a permis de mieux répondre à la vision et aux besoins des forestiers avec qui j'ai interagi. Donc, par exemple, la version 2 de Foster Forest, elle permet d'échanger les rôles. Donc, on va avoir l'élu municipal qui va jouer le rôle du forestier public, qui va prendre la place de la gestionnaire d'espaces naturels protégés, et ainsi de suite. Ça amène à des situations cocasses, mais extrêmement parlantes et très intéressantes. Alors, pour conclure, j'approche tranquillement de la demi-heure. Pourquoi recourir à un jeu sérieux ou pas? Eh bien, tout d'abord, mieux vaut éviter de faire un jeu sérieux si vous n'avez pas le temps. À mon sens, vaut mieux pas faire participation qu'une participation qui est ratée, qui est bâclée, parce que ça risque de miner la confiance qui pourrait exister entre des participants de terrain et votre équipe, votre laboratoire et plus généralement la communauté scientifique. Donc c'est vrai aussi, si vous n'avez pas le temps de vous former à la facilitation, vaut mieux prendre le temps de le faire. Ensuite, mieux vaut éviter de faire un jeu sérieux si la situation est trop conflictuelle. Vous risquez d'avoir des gens qui ne viennent pas, qui vont vous boycotter, ou vous risquez d'avoir des gens qui viennent mais qui détournent vos propos. Et ça risque à nouveau de miner la confiance que vous pourriez avoir avec des collectifs forestiers. Et puis enfin, mieux vaut éviter de faire un jeu sérieux si, par exemple, vous n'avez pas les personnes compétentes dans les disciplines, donc ça vaut autant pour les sciences de la vie et de la Terre que pour les sciences sociales, et sur les aspects aussi de codage informatique si vous vous lancez là-dedans. Mais bien entendu, allez-y, foncez pour les jeux sérieux si vous ou votre équipe souhaite de la participation citoyenne, a besoin de savoirs locaux, donc des acteurs de la foresterie pour réduire des incertitudes, si vous êtes sur plusieurs échelles spatio-temporelles, si vous voulez combiner des savoirs de littérature et puis des savoirs locaux, ça c'est vraiment le top. Si vous souhaitez vous intéresser aux apprentissages, j'y reviens dans un instant pour finir. Et puis, on l'a vu avec le jeu, entre autres, de Vinca, si vous voulez avoir des retours rapides sur les changements de gestion entrepris, la simulation est très intéressante. Je m'attarderai juste sur l'apprentissage, les apprentissages sociaux, parce que souvent, on nous pose la question de savoir si le jeu a des effets dans la vraie vie. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ma réponse, elle est ambiguë. Oui et non. Non, parce que c'est impossible de quantifier l'influence du seul jeu pour savoir si un changement de gestion forestière est lié au jeu. Il y a plein de choses qui vont induire des changements en vrai. Mais oui, les jeux sérieux ont des vrais effets dans la vie parce qu'on peut observer et suivre des apprentissages variés qui vont être ensuite mobilisés au quotidien et qui potentiellement peuvent apporter du changement. Donc, par exemple, pour Foster Forest, les gens apprenaient un peu mieux les conséquences des changements climatiques sur les forêts. J'ai vu des gens aussi qui avaient des apprentissages techniques, où il y a un propriétaire privé qui a appris combien coûtait l'entretien d'une route forestière. Et je peux vous dire que tout de suite, son regard a changé sur le budget de la municipalité. Et puis, il y a des apprentissages au sujet des autres.
à nouveau, il y a des personnes qui ont mieux compris la pression qui reposait sur les élus par rapport au paysage forestier, avec une forte demande touristique ou des administrés pour avoir des beaux paysages. Il y a des apprentissages communicationnels, comment s'exprimer en public pour être compris de tous, à la fois avec un langage technique, mais aussi auprès du grand public. Un apprentissage organisationnel, comment mettre en place des projets, donc au sens de l'action collective. Et puis, je ne l'ai pas indiqué ici, mais à titre personnel, c'est celui qui m'a le plus enrichi, c'est le co-apprentissage, donc tout ce que j'ai appris est mis en évidence en tant que chercheur et facilitateur. Donc ça, c'était vraiment génial. Alors, pour conclure en une slide, les jeux sérieux permettent de stimuler l'innovation sociale en foresterie en tant qu'outil de recherche-action. C'est de l'interdisciplinarité concrète. Dans un même dispositif, vous avez de l'écologie, de la climatologie, des sciences sociales, du juridique et ainsi de suite. Ça permet des cas d'études nombreux et variés, au-delà de la seule gestion forestière dans les milieux tempérés. C'est pas la panacée, il y a des contraintes, mais ça permet, à mon sens, de faire de la très belle science sur les socio-écosystèmes. C'est sur ces mots-là que je conclue mon propos. Je vous ai indiqué mes coordonnées si vous souhaitez qu'on continue les échanges, et je vous encourage, entre autres, à aller voir le jeu Foster Forest, si ça vous intéresse, pour avoir plus d'informations. Il y a un site en ligne, avec quelques sources aussi de lecture complémentaires. Et puis, je vous remercie de votre attention, et j'attends vos questions. Merci beaucoup, Timothée. Est-ce que tu veux cesser le partage d'écran? Comme ça, on va pouvoir tous se voir. Donc, c'est vraiment intéressant. En fait, si je comprends bien, le jeu sérieux devient vraiment un outil de concertation, même un outil d'éducation des différents participants à la gestion pour différents types de gestion, mais disons dans ton cas de gestion forestière. Alors, je vais lancer officiellement la période des questions. Vous pouvez soit ouvrir votre micro, poser une question ou bien l'écrire dans le chat, puis je vais vous la transmettre. Oui, on va y aller avec Jocelyn. Bonjour. Merci pour ta présentation, Timothée, c'était hyper intéressant. J'ai plusieurs questions, mais je vais peut-être commencer par la première. Moi, j'avais une question sur la sélection des joueurs ou des participants à tes jeux sérieux. Comment tu faisais? Est-ce qu'il y avait beaucoup plus de monde qui voulait participer que de place dans la partie? Et si oui, est-ce que tu as pu opérer une sélection par profil de joueurs, au sens certains joueurs vont plus ou moins accepter les biais qui sont présents dans le jeu, ou certains vont être plus ou moins en retrait par rapport au jeu. Enfin, voilà. Ouais. Comment est-ce que tu as opéré cette sélection-là, si sélection il y a eu? Alors, c'est une question qui est générale par rapport aux questions de participation et qui a des conséquences spécifiques sur les jeux. L'aspect général, c'est qu'on attire toujours les gens qui sont intéressés. Donc, malheureusement, les jeux, mais comme d'autres dispositifs participatifs, mettent un peu à l'écart les personnes que ça n'intéresse pas ou qui n'ont pas le temps, etc. Donc, on n'y a pas coupé. Concrètement, moi, comment je faisais, c'est que je proposais à un parc naturel régional de faire le jeu. C'est ce parc-là, avec ses ancrages de terrain, qui recrutait des gens dans ses réseaux, donc c'était les gens les plus actifs. Et après, on faisait venir avec un seul critère, c'était que la personne corresponde au rôle dans le jeu. Donc il fallait que le rôle de, par exemple, l'Office national des forêts soit forcément joué par une personne de l'ONF, et ainsi de suite. Donc c'est comme ça que sont faites les sélections de profils, et c'est pour ça qu'on avait des questionnaires avant le jeu. On ne pouvait pas éliminer le biais, mais on pouvait en tenir compte. Donc on demandait aux gens, par exemple, comment est-ce que vous avez connu ce jeu, est-ce que vous avez déjà participé à des jeux, et ainsi de suite. Après, c'est parce que c'était très recherche. Mais dans la version prospective, et comme dans d'autres jeux, on peut faire des sélections de profils avec, par exemple, une parité homme-femme ou une parité sur des critères qui nous intéressent. Est-ce que les gens connaissent la foresterie ou pas? Et ça permet jamais d'éliminer le biais, mais ça permet de le prendre en compte. Voilà. Ok. Merci. C'est très clair.
il y a d'autres questions, donc j'attends. On pourra revenir à toi ensuite. Ouais. Oui, c'est ça. Je ne suis pas certaine si la main était toujours levée ou pas, mais on va alterner pour rendre ça dynamique pour Timothée. Bonne idée. Alors, Sandrine. Voilà, je baisse la main. Ah, mais tu peux la laisser lever, hein? Oui, moi, je me demandais, sûrement dans quelques de tes jeux, s'il y a eu comme certains défis que tu as dû faire face ou des conflits, des interactions qui ont été un peu plus conflictuelles. Puis si oui, c'était quoi comme tes petites astuces que tu utilisais pour les surmonter, disons, puis faire continuer le jeu? Eh ben, merci. C'est franchement une des questions que je me posais moi-même avant de créer un jeu. Je me suis dit, mais... Parce qu'en fait, on m'avait parlé, par exemple, de situations où, dans le jeu Sylvopast, sur les interactions éleveurs et propriétaires, on m'a parlé de situations où il y a un chasseur qui est venu avec son fusil et le garde-chasse est venu avec son arme de service. Donc j'étais là, genre, waouh, ça va être compliqué, j'ai pas envie de faire face à ça. Il n'y a pas du tout eu ça. En fait, je dois avouer que la question de l'adaptation au changement climatique, elle est très consensuelle. J'avais pas de climato-sceptique qui voulait venir mettre le bazar. Donc, j'ai pas eu à faire face à des gros conflits. Après, en fait, donc c'est aussi pour ça que j'avais une méthode de recrutement des participants qui était très light, où je faisais vraiment confiance aux partenaires de terrain. Quand il y a des situations de conflit potentielles, la plupart du temps, soit on ne fait pas de jeu, soit on décide de le faire, mais dans un terrain qu'on connaît bien, où on a des relations de confiance. Et il y a des possibilités, par exemple, de faire un jeu en intra-communauté, on va dire, pour qu'il n'y ait pas de conflit. Ça permet aux gens de comprendre comment fonctionne le dispositif et aussi de jouer le rôle de la communauté d'en face. Et la plupart du temps, ça suffit à... Enfin, la plupart du temps, oui, ça suffit à apaiser suffisamment pour qu'on puisse faire un jeu en intercommunauté avec les gens qui sont intéressés pour venir. Donc, à nouveau, il y a le biais de on élimine les plus vindicatifs. Après, par rapport à... Donc ça, c'est sur les conflits. Il y a... Même en l'absence de conflit, il y a des défis auxquels faire face. Alors, je pourrais en citer plusieurs, mais il y en a un, c'est que ça attire la curiosité. Et donc, les gens qui viennent, eh ben, ils ont envie de jouer, ils ont envie de discuter, ils posent des questions, etc. Et le tout dans un temps très limité, parce que j'avais fait en sorte que l'atelier dure une demi-journée. J'aurais aimé faire une journée, mais ça aurait été trop compliqué. Et on n'a pas le temps, quoi. Donc, à un moment, faut avancer, il faut dire à un tel que ça fait 4 cafés qu'il est allé prendre, etc. Et donc, c'est plus ces techniques de facilitation-là qu'il faut apprendre, qui sont à nouveau pas particulières au jeu. C'est par rapport à... Il y a plein d'autres méthodes, d'autres méthodologies où on a les mêmes problèmes. Mais ouais, c'est un peu ces défis-là. Et alors, pour finir la réponse, un défi qui est spécifique au jeu et qui, moi, m'a été... Enfin, j'ai eu à y faire face une seule fois, c'est une personne qui n'est pas du tout rentrée dans le jeu. Mais vraiment pas. Et donc, la plupart du temps, les gens, ils étaient contents, ils prenaient du recul, il y avait un peu de distanciation par rapport à leur profession au quotidien, et donc ils aimaient bien. Mais la personne qui avait été recrutée ce jour-là jouait le rôle du gestionnaire d'espaces naturels protégés. Et en fait, avait été recruté parce que c'était le président d'une association de botanique, même de mycologie. Il n'avait pas l'aspect communication, il se sentait intimidé parce qu'il y avait des gens qui étaient en uniforme de l'Office national des forêts, il y avait un élu, alors que lui-même avait plutôt une origine professionnelle ouvrière, et ainsi de suite. Et cette personne-là, j'ai essayé de l'accompagner pour jouer, de lui expliquer plus spécifiquement, par exemple, le programme de conservation, etc. Mais ça ne marchait pas. Donc, il n'a pas joué du tout. En fait, il était là, il regardait. Et c'est une des parties qui étaient les plus intéressantes sur son rôle, parce qu'on avait une partie témoin sans ce rôle-là. Et il se trouve que les indicateurs écologiques de fin de partie étaient très bons. Donc, ça nous a permis de montrer différentes choses sur les programmes de conservation. Merci beaucoup. Merci, Timothée.
Jocelyn, tu as levé la main. J'ai aussi une question dans le chat. Je crois que celle dans le chat ne sera pas très longue à répondre. Alors, puis je pense qu'en tout cas, bon. Alors, le jeu simulait combien de temps entre deux rondes? Les décisions des joueurs étaient prises pour une période de combien de temps, donc? Oui, alors ça, c'est aussi une question très importante, le pas de temps. Il fallait pour moi, donc la réponse courte, 10 ans. La réponse plus longue, il fallait un équilibre entre des dynamiques écologiques où on allait moyenner parce qu'il y avait un système d'équations linéaires qui permettait de modéliser la croissance des arbres, et il fallait qu'il y ait des moyennes sur 10 ans pour que ce soit à minima réaliste. Donc il y avait la contrainte du modèle écologique, la contrainte du réalisme sur la manière dont les joueurs prennent leurs décisions, et 10 ans, ça correspond à peu près à un plan de gestion forestière en France. Et puis, la dernière contrainte, c'était la durée maximale du jeu. Je voulais que ça dure à peu près 50 ans, parce qu'au-delà de 50 ans, il se passe toujours des imprévus. On le voit, il y a 50 ans, enfin, il suffit de lire de la science-fiction, il n'y a aucun smartphone, aucun Internet dans les bouquins d'il y a plus de 50 ans. Donc, je ne voulais pas que ça aille trop loin. Et en plus, ça permet aux gens de s'imaginer que ça va être leurs petits-enfants à la rigueur qui vont être gestionnaires. Donc on a encore un lien dans cette temporalité-là. Donc c'était tous ces choix qui font qu'on a pris 10 ans. Merci, Timothée. C'était une question de Gabriel Thibault. Je crois que j'avais oublié de mentionner le nom. Alors, on va poursuivre avec Jocelyn. Ouais, merci. Du coup, ma deuxième question, c'était, tu indiquais que pour faire ce travail-là, il fallait une équipe qui était quand même très interdisciplinaire, très multidisciplinaire. Concrètement, toi, au niveau de cette équipe-là, tu l'as construite comment? Est-ce que ton laboratoire était déjà très axé sur cette multidisciplinarité, ou est-ce que tu as dû faire appel à des partenariats extérieurs à ton laboratoire? Alors, merci aussi de la question. J'étais dans une équipe interdisciplinaire. On avait des géographes, des anthropologues, des écologues, et ainsi de suite. Donc, ça me permettait spontanément d'aller poser des questions très précises. Après, ma directrice de thèse avait déjà participé à des jeux et déjà encadré une autre thésarde, Julie, que vous aviez vue, qui m'accompagnait. Et donc, elle avait déjà un réseau, elle-même n'avait pas les compétences pour tout faire, mais elle pouvait me rediriger vers d'autres personnes. Et c'est vraiment ça qui fait que j'ai pu m'en sortir. Donc, j'avais parfois le sentiment d'être très seul, c'est le principe de certaines thèses, de certains moments de la thèse. Mais grâce à ce réseau-là et à la communauté Commode, je pouvais aller poser mes questions. Et en fait, au fur et à mesure, quand je relis quand je revois le nombre de personnes qui m'ont aidé, ça n'a pas été forcément une équipe au sens où ils étaient là de A à Z, mais spontanément, ils m'ont vraiment débloqué des trucs. Et c'est en ce sens-là que j'ai pu m'en sortir. Après, il y a le cœur de la communauté de la modélisation de l'accompagnement est quand même constitué d'équipes pour qui c'est la méthodologie, et là, ça fuse, et ils vont vraiment construire ensemble. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils sont très ouverts pour accompagner des loups solitaires, comme j'ai pu l'être à certains moments. Ok, merci. Moi, j'ai une question, mais je ne peux pas lever ma main. Je suis co-host. Mais merci beaucoup, Timothée, pour la conférence, là, puis vraiment bien structurée, je trouve, pour démystifier les jeux sérieux. Tu as évoqué aussi les situations où il pouvait y avoir inversion des rôles. Puis je me demandais, tu as fait allusion à des situations cocasses, ben, c'est toujours le fun d'en avoir, mais au-delà de ça, quel est l'apport, disons, là, comparativement à garder les gens dans leur propre rôle? Puis, est-ce que, ben, je ne sais pas si tu as des cas de figure concrets, là, peut-être pas aussi. Puis sinon, juste ton opinion là-dessus pour quand même avoir expérimenté les jeux sérieux. Ouais. Eh bien, l'inversion des rôles, elle a une dimension pédagogique qui est énorme, où vraiment, on reçoit le livret d'une personne qui est différente de soi au quotidien. Et j'ai pu assister dans le cas de certaines parties de jeux sérieux
alors c'était pas Foster Forest, c'était sur de l'aménagement du territoire. On avait un aménageur, donc plutôt quelqu'un qui va artificialiser les sols, qui jouait le rôle d'une personne plutôt environnementaliste, et ainsi de suite. Et en fait, en 2 tours, l'écolo qui jouait le rôle d'un aménageur, il arrivait à des phrases, et je cite, hein, « Ils me font chier avec leurs oiseaux ». Alors que c'était quelqu'un qui était profondément ornitho et qui avait vraiment la volonté de protéger ça. Donc, c'est premièrement la preuve que ça fonctionne, les gens se vont prendre au jeu, mais ça révèle aussi comment ils intériorisent très vite les contraintes. Donc ça, c'est l'inversion de rôle, on va dire, en aspect pédagogique, et qui permet de faciliter la discussion. Dans une visée recherche, moi, je n'ai pas souhaité inverser les rôles parce que je voulais que vraiment les gens amènent leur représentation mentale de la foresterie dans leur rôle pour justement voir comment ils pensent l'adaptation au changement climatique. Mais dans des projets différents, je pense que ça peut être très intéressant de faire par exemple une première partie conforme et une deuxième partie avec inversion des rôles, parce que ça permet, en plus de comprendre comment l'autre fonctionne, en tant que chercheur qui regarde tout ça, la première partie, on comprend comment chacun fonctionne, et la deuxième partie, on comprend comment chacun pense que l'autre fonctionne. Et parfois, ça révèle des blocages dans des communications, dans des projets d'action collective, parfois c'est des trucs tout cons, mais le joueur 1 a une information sur un blocage juridique, c'est interdit de faire ci ou ça, ce que le personnage 2 ne sait pas, et le personnage 2 va reprocher ça au personnage 1. On change les rôles, et bien là, on comprend pourquoi ça bloquait, ça débloquait. Donc c'est plus pour révéler des modèles mentaux que ça peut être intéressant. Ouais, je dirais ça. Ah, merci. J'en aurais une autre, mais je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent. Moi, j'ai une micro-interrogation. Oui, vas-y, Christine. Je ne sais pas si peut-être que tu l'as mentionné, puis j'ai juste mal saisi, mais est-ce que tu sais, je comprends que dans le fond, tu veux vraiment des acteurs du territoire qui occupent ces rôles-là pour vrai, puis ils travaillent sur, disons, une zone, tu sais, est-ce qu'ils travaillent sur des enjeux finalement actuels pour une zone donnée? Tu sais, c'est un outil de concertation, puis j'imagine que c'est pour régler des problèmes. En tout cas, je ne sais pas si ma question est claire, j'ai la misère à la formuler, là. Mais je me demandais finalement, c'est ça, si c'était vraiment localisé, puis des enjeux, c'est ça, là, actuels, disons. Je vais voir si je réponds bien, tu me diras. Le massif, la représentation du jeu, c'est une forêt qui n'existe pas. C'est une forêt qui est, donc il y a, dans la partie recherche, il y a 50 parcelles à peu près, et qui sont des moyennes de ce qui serait la forêt française, forêt tempérée française. Donc, à aucun moment, quelqu'un qui va jouer va pouvoir dire « Ah, je reconnais, c'est chez mon voisin Jérôme. Et puis là, c'est comme chez mon grand-père. » Non, c'est impossible parce que c'est vraiment stylisé. On ne peut pas avoir la forêt d'Orléans, la forêt du Loiret, la forêt de Scie. Donc, ce n'est pas fait pour répondre à des enjeux très locaux. Par exemple, je sais pas, la gestion de l'épidémie, la gestion de la mortalité de l'épicéa dans l'Est de la France. Ce jeu-là ne le permettrait pas directement. En revanche, ça répond à des enjeux locaux quand il y a, par exemple, des projets de territoire qui vont être amorcés. Donc, il y a des parcs naturels régionaux qui m'ont fait appel, enfin, on s'est entendu pour faire une partie, parce qu'ils allaient développer un projet de financement LIFE, donc des gros projets européens, et ils voulaient que tout le monde soit à peu près au courant de ce que c'est l'adaptation au changement climatique, etc., pour ensuite engager des discussions et finaliser leur demande de subvention. Et il y a des plans d'aménagement qu'en France, on appelle charte forestière de territoire. Et c'est pareil, là, ils ont fait appel au jeu pour amorcer des discussions par la suite. Après, il y a des jeux qui sont vraiment très, très précis. Le jeu Lithosim, c'en est un exemple sur l'île d'Orléans, où on sait exactement si le maire de telle municipalité a fait une digue, quel va être l'impact sur la municipalité d'à côté. Donc, on peut faire ça. Est-ce que c'est la question Oui, ça répond. En fait, c'est ça, tu as répondu. Tu sais, je vois que
l'intérêt, ça permet quand même de garder une distance, peut-être même Ouais. émotionnelle, tu sais, par rapport à, parce que ça peut être, j'imagine, des fois engageant, là, tu sais, quand tu traites vraiment de vrai territoire, fait que là, mais de mieux comprendre aussi les biais qu'on peut avoir, puis, tu Ouais. sais, les enjeux des autres acteurs du territoire, finalement. Ouais, complètement. Il y a parfois des jeux où le choix est fait de garder cette représentation stylisée parce qu'il y a des enjeux stratégiques très forts. Par exemple, ici, il y a un captage d'eau, donc ça délimite une zone autour de laquelle on ne peut pas faire une coupe rase ou mettre des pesticides ou je sais pas quoi. Et les joueurs qui voient une vraie carte vont être moins enclins à se lâcher, à révéler leur comportement, parce qu'il y a des aspects très stratégiques. Mhm. Donc moi, je voulais pas ça. Merci. Est-ce que, je sais que Maud avait une autre question, est-ce que... Oui, c'est un peu très méthodologique. Toutes les données là, que vous recueillez pendant les observations, les questionnaires, etc. Tu sais, je me demandais après quel type d'analyse, tu sais, est-ce que, tu sais, après ça, tu sais, ben, moi, je fais le parallèle avec des méthodes, une analyse un peu plus classique, là, si on peut dire, tu sais, qu'on peut avoir, mettons, quand on fait des focus group, des entretiens, tu sais, puis bon, on se retrouve avec tout notre corpus. Mais est-ce qu'il y a une stratégie d'analyse, si on peut dire, ou une approche analytique particulière qui distinguerait là, un petit peu d'autres formes un peu plus classiques là, de méthodes qualitatives ou ça s'apparente, ou en tout cas, bref. Ça s'apparente pas mal sur les discours. On va retranscrire des discours, on peut faire des analyses qualitatives, on peut faire des analyses, par exemple, de lexicométrie, enfin de voir quels sont les champs lexicaux mobilisés. On peut voir si ça évolue en fonction des joueurs, en fonction des interactions, ou au fur et à mesure de la partie. Donc dans le cas du jeu dans les Laurentides, ça serait quelque chose d'assez intéressant, voir si au fur et à mesure, il y a des éléments de langage qui sont communs aux personnes. Donc il y a tout l'aspect discours. Mais après, ce que les jeux permettent en plus, et qui est un peu original, c'est l'aspect comportemental. Et alors là c'est génial, vous avez tout le catalogue du comportement humain. Donc vous avez... en fait, ça va plutôt venir en appui, d'ailleurs, pour mieux comprendre les discours et ce qu'on a à l'écrit. Mais par exemple, quand vous avez un personnage qui fait... Quand l'autre est en train de parler, vous vous doutez qu'il n'y a pas un taux d'adhésion très fort. Ou sinon, quand il y en a un qui se met comme ça, en attendant de voir ce qui se passe, ou qui laisse toujours les autres aller donner leurs décisions de gestion avant d'y aller soi, ça peut aussi donner une estimation des niveaux de confiance, de si une décision qui a été prise collectivement va être appliquée dans les faits ou pas. Donc l'aspect comportement vraiment moteur, c'est quelque chose qui est très, très drôle à regarder parce qu'on se croirait presque dans une série parfois tellement c'est caricatural, mais qui apporte des éléments d'interprétation très forts. Et après, donc après les éléments de langage et les éléments comportementaux, il y a une dernière catégorie de choses qu'on peut faire, c'est enregistrer grâce au logiciel les clics de souris, les déplacements, les informations qui ont été sollicitées par les joueurs. Et donc là, on peut faire des analyses beaucoup plus statistiques sur est-ce que tel indicateur écologique est au final bon parce que y a eu une action consciente et explicite menée en place, ou est-ce que c'est le fruit du hasard? On peut faire ça aussi. Personnellement, je me suis cantonné aux 2 premières analyses très qualitatives. Oui, puis dans ce cas-là, c'est vraiment quand tu utilises un jeu informatisé, là, dans le fond. Oui, oui. Ou alors, on peut prendre des photos dans le cas d'un plateau de jeu physique. Par exemple, AgriForest au Cameroun, je ne sais pas quelles étaient leurs conditions d'accès à l'électricité ou Internet ou autre, mais il suffit simplement de prendre une photo de l'évolution du plateau de jeu et après, on peut rentrer ça informatiquement. Par rapport à ce que tu disais précédemment, là, pour l'analyse des comportements, il y a une question de Maud dans le chat qui demande si Ouais. vous avez développé des grilles spécifiques pour analyser les comportements. Alors, non, parce qu'à l'époque, j'étais très mal au courant de toutes ces méthodologies-là, mais si je devais le refaire, je le referais. Après, c'était tellement caricatural que je pense qu'il y aurait... Enfin, la grille, elle serait vraiment assez simple à mettre en place. C'est vraiment des émotions genre
oh, des rires, des gens qui coupent la parole ou qui se lèvent, qui n'écoutent pas parce que quand il y a une telle autre personne qui parle. Mais oui, il faudrait le faire, en effet. Et puis, ça, je le ferai encore plus spécifiquement si j'étais dans un contexte hors de mon milieu culturel natif, on va dire. Là, j'étais en France avec des Français, mais déjà, le simple fait de passer l'Atlantique, je pense qu'il faudrait que je sois épaulé par des Québécois pour mettre en place des grilles de comportement, d'analyse de ce type-là. Et je ne vous parle même pas d'aller dans d'autres langues ou d'autres milieux. Intéressant. Ouais. Il y a d'autres questions dans l'auditoire virtuel. Ben, c'est sûr, je pense qu'on pourrait sinon continuer. En tout cas, moi, j'ai comme de la curiosité, mais je pense que c'est quand ça va s'appliquer plus à des. C'est ça, j'essaie de projeter ça dans des cas plus concrets où est-ce que. Ben, c'est ça, on l'imagine un peu, là, peut-être pour un projet. Fait que là, des fois, mais ça devient très précis là, de mise en œuvre là, de mon côté. Moi, j'ai un commentaire, sinon, mais juste un petit commentaire. Je me disais, c'est quand même aussi intéressant parce que souvent dans un groupe, il y a toujours certaines personnes qui prennent plus de place ou qui parlent plus fort que d'autres. Puis là, dans ce contexte-là, ça donne vraiment un droit de parole, mais j'imagine, je n'étais pas là, fait que je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est un droit de parole qui est égal, disons, à chacune des personnes. Est-ce que c'est le cas? On va le virer en question, vu ta réaction. Eh ben, pas forcément. Comme dans tout dispositif participatif, il y a des gens qui parlent beaucoup, 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 et d'autres qui ne parlent pas beaucoup. Et à titre d'expérience, je ne pourrais pas citer de littérature là-dessus, mais il n'y a aucune corrélation avec la réelle influence ou le pouvoir des gens. Et d'ailleurs, la plupart du temps, sont ceux qui sont soit absents, soit qui se taisent, mais qui vont avoir une influence énorme, et on peut le reconnaître. Donc là, c'est les formations de modélisation d'accompagnement qui m'ont mis la puce à l'oreille, et justement, c'est trop bien de faire ça. Quand quelqu'un ne parle pas, mais qu'avant de prendre une décision collective, les autres le regardent en attendant un signe d'acquiescement, etc., là, cette personne a une influence très forte. Donc, le jeu, au contraire, il va parfois même... c'est pas parce que c'est un jeu qu'on va plus répartir la parole, et il y a parfois même besoin, moi j'ai pas eu besoin, mais j'avais préparé au cas où, de jetons de parole. Donc vous avez 4 tickets parole, et puis si vous les dépensez au bout d'un tour, vous n'avez plus le droit de parler, parce que ça va. Il y a des gens qui monopolisent parfois un peu l'attention. Là où le jeu peut avoir un aspect un peu différent par rapport aux autres méthodologies participatives qui sont seulement sur la parole, c'est que pendant que quelqu'un parle, vous pouvez quand même rentrer vos informations, vos actions dans l'ordinateur, vous pouvez quand même aller discuter avec un autre, etc. On est moins dans une démarche comme on est là, où il y a une personne qui parle, les autres écoutent, etc. Merci. Puis ça doit être vraiment différent en ligne. Là, tu sais, tout justement ce jeu d'influence, puis de regard, puis de analyse comportementale de devenir différente s'il y avait une édition virtuelle. Là. Ah oui, et c'est pour ça que moi, je ne pouvais pas faire un jeu seul. J'aurais pu le faire si on était dans une démarche de facilitation, mais dans une démarche de recherche avec de la collecte de données, il fallait au moins une caméra. On avait 2 micros sur la table à chaque coin, et il y avait une participante, une observatrice en plus, pardon, ce qui permettait de pointer du doigt les moments clés. Et ça me permet de conclure d'ailleurs sur quelque chose que j'ai peut-être un peu sous-estimé dans ma présentation, c'est l'importance du débriefing. C'est ce qui fait aussi qu'on est sur un jeu sérieux. C'est ce retour à la réalité. Parce qu'on a fait une distanciation qui permet de mettre en évidence des comportements, d'innover, de réfléchir à des trucs un peu parfois farfelus. Mais c'est le retour à la réalité qui va être important, à la fois sur la facilitation et sur la recherche, pour pointer du doigt ce qui est réaliste, plausible, incohérent, etc. Et ça parle beaucoup sur ce qui se passe réellement dans la gestion forestière. Et le jeu permet de construire une base commune, une expérience partagée entre les différents participants pour débriefer collectivement et dire là on a fait un système de paiement pour stockage de carbone, on a fait quand même pas mal d'argent, mais en vrai, je pense que d'abord il faudrait un changement de loi, il faudrait le soutien de la région, il faudrait ci, il faudrait ça. Merci. Il y a une question de Jocelyn. Ouais, une dernière pour mon côté, parce qu'après,
C'est pareil, j'aurais été celui qui a posé le plus de questions, donc je vais pas monopoliser les questions. Moi, en fait, c'est hyper intéressant. Je rejoins Maud, il y a plein de perspectives et c'est applicable dans plein de projets, je pense. Ma question, elle était sur ce que tu as présenté tout à l'heure. Il me semble qu'il y avait un endroit en France où tu as fait 3 fois l'expérience. C'est pas à Rouen ou à Ouais. quelque En part. Et Normandie. est-ce que, voilà, c'est ça. Et est-ce que du coup, tu as pu remarquer une évolution, une tendance au fur et à mesure des itérations dans la façon de jouer? Ou est-ce que c'était plus les mêmes participants du coup? Voilà, c'était pas les mêmes participants. Ah, ok. Et du coup, Après, ouais. est-ce que tu envisagerais de faire ça avec des mêmes participants pour voir éventuellement justement les évolutions de type de consensus ou de forum? Eh bien, oui, moi j'aimerais bien. En fait, c'est un peu en ce sens-là que j'ai commencé une deuxième boucle dans ce modèle d'aller-retour entre terrain et modèle. Ouais. Et cette deuxième, donc voilà, j'ai fait une nouvelle version de Foster Forest, qui est plus prospective, etc., etc. Le problème, c'est qu'il y a eu la Covid par là. Et puis, on est en recherche, donc bien entendu, avec des financements courts. Donc, je suis parti une fois que le projet était fini. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé d'investir du temps pour rendre disponible Foster Forest via une plateforme en ligne. C'est gratuit, vous pouvez le télécharger. J'ai fait des tutos, etc. Mais les participants, en particulier en Normandie, enfin, les partenaires de Normand étaient très intéressés, mais pour l'instant, il n'y a pas de retour. Et donc, j'essaye de faire de la communication là-dessus pour que ça puisse être rendu disponible. Donc, pour faire des vrais allers-retours, il faut plutôt des dispositifs de recherche-action avec des gens qui sont permanents. Et parfois, on a des jeux où il y a 5, 6 versions, parfois 7. En Thaïlande, il y a des trucs qui sont incroyables qui ont été faits sur de l'irrigation au niveau de bassins versants et tout. Mais il y avait une équipe noyau qui était alimentée par des travaux de doctorants et c'est ça qui a permis de faire un suivi et de construire aussi la confiance avec les partenaires de terrain. Parce que c'est pas je viens et je repars, quoi. Donc ça serait mon rêve. Mais voilà, je ne suis pas encore au moment de ma carrière où je pourrais le faire, on va dire. On va Bon, conclure cette période. Ah, pardon. Non, je disais juste on espère que ça va continuer dans ce sens. On va, Merci en tout cas. On va conclure la période de questions avec une question de Anne qui a levé la main. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. J'ai manqué juste la fin un petit peu puis le début des questions, puis c'est pour ça que je me sens pas super à l'aise de poser des questions, mais ça m'intéresse énormément. Je voulais juste savoir si on veut s'intéresser ou commencer à s'initier, est-ce que tu nous recommandes des lectures parce que je me sens pas à l'aise de poser, d'aller vraiment comme dans Foster Forest là, pour le moment, mais juste de m'initier au jeu sérieux, là, qu'est-ce que tu nous conseilles? Eh bien, il y a vraiment le site internet commode.org. Donc, si tu veux, tu peux me laisser ton adresse mail et je t'enverrai des références pendant que j'y pense. Mais je dirais pour commencer commode.org. COMMOD.org. Voilà, je vais le mettre je vais le mettre ici, ça sera plus simple. Et puis, après, voilà, il y a une littérature abondante, donc c'est toujours le problème quand on veut savoir si c'est intéressant ou pas de s'investir dans ce domaine-là. En fait, je vais peut-être être un petit peu plus claire dans ma question. C'est que moi, je m'intéresse, de mon doctorat, je me suis intéressée à la gestion intégrée des ressources et du territoire. Donc, par le fait même, les tables GIR, tu l'as abordé un petit peu, Ok. mais j'ai pas l'impression que ça soit adapté parce que les tables GIR, on est vraiment dans un... Il y a énormément d'acteurs, de un. Il y a une vingtaine et plus d'acteurs, généralement, par table. Puis là, en même temps, qui tu choisis pour faire le jeu, puis comment, puis quelles règles... En tout cas, j'essayais de transposer ça dans ce que je fais, puis je voyais pas vraiment l'utilité. C'est pour ça que quand tu as dit, le temps, puis tout ça, les freins à pour mettre en place des jeux sérieux, peut-être c'est dans un aspect plus stratégique en amont de quelque chose qui existe peut-être pas encore. Si on voulait revoir le principe de table GIR, peut-être on pourrait faire ce genre, faire un genre de table GIR 3.0 ou initier une réflexion là-dessus. Peut-être que les jeux sérieux pourraient être intéressants, mais
Ouais, j'avoue que je connais encore assez mal les tables Girth, mais ce qui, ce type de jeu sérieux peut avoir de l'intérêt quand il s'agit de prendre des décisions sur l'occupation des sols. Qu'est-ce qu'on fait et où? Et il me semble que ça pourrait à peu près correspondre au cadrage des tables Girth. Non, c'est Non? ça. Parce Ah, que ok. ça passe par la forêt. Le territoire, en fait, il faudrait faire quelque chose de plus macro, mais en fait, ça m'amène à réfléchir. Je pense que je vais avoir à lire puis à mieux comprendre parce que je pense qu'il y aurait quelque chose, le plan d'affectation des terres au Québec et surtout des terres forestières est pas très. Peut-être, Maud, tu peux me corriger, mais tu sais, c'est encore très minimaliste, là, je dirais. Tu sais, on identifie forêt. Ouais. Donc ça, c'est la forêt, mais tu sais, tous les multi-usages, c'est moins délimité, puis il y a une superposition tellement grande de types d'affectation. Finalement, le territoire, on sait plus trop. Fait que bref, oui, c'est intéressant pour. Tu sais, j'ai travaillé au Cameroun, en Afrique. Tu sais, je vois vraiment très bien le concept africain, puis je vois bien, mais en forêt publique au Québec, là, excusez, moi je sors des forêts privées, là, mais en forêt publique, je trouve. Il y a quelque chose à faire, mais on sait, tu sais, on n'a pas pris le temps de faire. Puis peut-être un jeu sérieux serait le bon outil pour y arriver. En tout cas, bref, dans un exercice d'affectation des terres, là, ouais. Ben, honnêtement, je suis ouvert à en rediscuter à l'occasion, ouais, parce que ça me permettra aussi de mieux comprendre le contexte québécois. Ben, ça me fera Et, plaisir, Timothée, de t'en parler. et ben, carrément, j'ai ton mail. Et vous avez le mien les uns les autres, je vous le remets dans la conversation si ça vous intéresse, parce que on pourrait en parler des heures, mais Oui, ben c'est ça. ok. Ben, j'aimerais, si tu veux mettre en copie conforme aussi, si tu envoies des choses à Anne, moi, je pense que, Ouais. tu sais, ben, en tout cas, ben, je pense que c'est ça, on va conclure de toute façon, mais vraiment, merci beaucoup, Timothée, parce que, bon, tu sais, moi, c'est des approches, je vais le mettre là-dedans, parce que tu en as nommé d'autres aussi, les jeux de territoire, entre autres, justement, moi, je connais pas en détail, mais la démarche de Sylvie Lardon, puis tu sais, bon, donc je pense que c'est ça, il y en a d'autres, les World Café, tu sais, puis je pense qu'en fait, il y a une démarche commune dans tout ça qui est ben, une réflexion, en tout cas, là, plus large, de dire, mais comment on arrive à sortir de la réunion. Ici, en tout cas, c'est beaucoup comme ça. Hein. Les gens là, sont en table de concertation, en table gire, mais c'est des réunions assez formelles où les gens sont peu stimulés, puis où je pense qu'on cherche à la fois en recherche, on expérimente, mais après aussi, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces différentes expérimentations-là? Quand on est en recherche, on est contraint, je pense, par plusieurs éléments. Ben, tu les as nommés, le budget, la durée, etc. Mais des fois aussi, bon, comment est-ce qu'on peut amener ça dans une forme de quotidienneté, si on peut dire, de démarche plus qui s'insère, soit par morceaux ou je ne sais pas trop. Fait que, mais je me pose aussi des fois un peu ce genre de questions-là. Moi, je suis vraiment plus, bon, c'est sûr, ma perspective était plus recherche, comment mettre ça dans un certain contexte. Puis je pense que c'est pertinent au Québec, ben, c'est ça, avec des propriétaires de forêts privées, tu es comme dans des gestionnaires. Tu as des petits, tu peux interpeller bon, encore là, ça pourrait poser des enjeux de qui, là, selon le type d'enjeux qu'on traite, mais moi, je pense que c'est intéressant justement de le mettre en perspective par rapport à d'autres types de contextes qui amènent d'autres enjeux, puis justement se pose la question, mais est-ce que le jeu sérieux est le bon? Quel type de jeu? Quel autre type de stratégie, finalement, peut être pertinente, là? Fait que... Mais c'est ça, moi, en tout cas, j'ai appris beaucoup. C'est ça, j'ai déjà appris énormément aujourd'hui. Merci infiniment d'être venu à la fois partager ben, ton expérience que toi, tu as menée, mais aussi plus largement, finalement, des pistes justement pour démystifier un peu tout ça, en connaître l'origine. Là, c'est vraiment apprécié. Puis, ben, en tout cas, moi, je serais bien heureuse aussi si on continue les échanges là, par la suite autour de tout ça. Là. Et bah, à mon tour de vraiment vous remercier, parce que avoir des questions nombreuses et de qualité, ça fait toujours plaisir. On sent que vous m'avez écouté. Alors là,
Je vous remercie vraiment. On a perdu quelques personnes. Je pense qu'il y avait des réunions aujourd'hui à 1h. Là. On a vu un peu l'assistance baisser, mais c'est enregistré. Là, donc aussi, je sais que les gens vont revoir fréquemment là, les conférences après. Ça marche. Et puis à nouveau, voilà, si vous voulez discuter plus avant de tout ça, vous avez mon mail. Donc, on pourra maintenir la discussion. Et sinon, au plaisir de vous voir en vrai.